Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour ce journal de début de semaine en cette période de fin d'année. Nous reviendrons sur les 11 cas de Covid-19 au sein du service de pédiatrie du CHPG. Pour en parler avec nous, le directeur de l'hôpital, Benoît de Sévelinge. Elle nous expliquera les circonstances de ce cluster. Vous découvrirez le point de vue des restaurateurs suite aux mesures appliquées durant ces fêtes de fin d'année. Nous recevrons également le conseiller interministériel en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers, Albert Croisi, l'occasion de voir avec lui le bilan de l'année écoulée et les perspectives d'avenir. Et puis nous irons découvrir le secrétariat du Père Noël où de nombreux enfants ont écrit de très belles lettres, souvent touchantes et toujours amusantes. Mais avant de développer ces titres, nous débutons avec un retour sur l'actualité. Alexandra Pani, bonsoir. L'inquiétude gagne l'Europe après la découverte d'une nouvelle variante de la Covid-19 circulant dans une partie du territoire britannique. Plusieurs pays ont d'ailleurs pris des mesures de restriction dans les transports. Bonsoir Fabien, effectivement ce week-end la France notamment a décidé de suspendre pour au moins 48 heures tous les déplacements en provenance du Royaume-Uni. De nombreux ressortissants monégasques résident en Grande-Bretagne et se posent la question de leur retour pour les fêtes. Nous avons joint ce matin l'ambassade de Monaco à Londres qui nous confirme être en attente des consignes des autorités françaises. L'ambassade recommande aux personnes souhaitant voyager depuis le Royaume-Uni dans les prochains jours de se renseigner sur la possibilité d'effectuer un test PCR avant leur départ, au cas où cela pourrait faciliter leur déplacement. Les membres de l'ambassade sont joignables pour toute question au plus 44 20 73 18 10 83. Covid toujours avec ces recommandations du gouvernement. La période de fin d'année est souvent synonyme de réunion familiale. Même cette année, le gouvernement vous invite donc à effectuer un dépistage pour vous rassurer et rassurer vos proches. Pour les étudiants et monégasques qui habitent en dehors de la principauté et qui rentrent pour les fêtes, depuis la semaine dernière, le Centre national de dépistage Léo Ferré vous accueille gratuitement et sans prescription médicale pour effectuer un test. À partir d'aujourd'hui, les dépistages sont étendus aux salariés de la principauté et résidents qui rentrent d'un séjour à l'étranger, France y compris. Pour cela, il faut joindre le centre d'appel Covid-19 au 92 05 55 00 et leur signaler votre souhait d'effectuer un test. Le secrétariat du centre vous rappellera ensuite pour convenir avec vous d'un rendez-vous. Et un point sur cette réunion qui s'est tenue en fin de semaine dernière entre le gouvernement et les représentants du personnel de la Société des Bains de Mer. En effet, Fabien, Jean Castellini et Didier Gamerdinger ont rencontré l'intersyndicale de la SBM dans le cadre du plan de restructuration globale entamé par l'entreprise. Une réunion qui a notamment permis de faire le point sur l'état des négociations en cours entre la direction et les représentants du personnel. Merci Alexandra. Nous recevons notre premier invité, le directeur du CHPG, Benoît de Sévelinge. Bonsoir. Bonsoir. Vendredi, nous apprenions qu'il y avait des cas de Covid-19 dans le service pédiatrique en ce qui concerne le personnel soignant. Je voudrais que l'on fasse le point ensemble. Où en est-on? Est-ce que l'on peut parler de cluster? Oui, tout à fait. Un cluster, c'est défini par 3 cas positifs au même endroit, simultanément. Donc là, à ce stade, on a été informés, nous, la semaine dernière, du fait qu'il y avait un médecin puis 2 médecins qui avaient été positifs à la Covid-19. Ça nous a mené à faire un test dans toute l'équipe, donc médicale, paramédicale et transversale, puisque ce sont des métiers dans lesquels on se déplace. On a fait 72 tests et on a 11 cas positifs, donc 5 médecins et 6 personnels paramédicaux. Comment vont ces 11 personnes qui l'ont contracté? Heureusement, elles vont bien. Ouais. Elles ont une symptomatologie légère. On a eu des nouvelles là récemment, la plupart sur la maison avec un syndrome un peu grippal. D'autres sont complètement asymptomatiques. Et que doivent faire, par exemple, des parents dont les enfants ont un problème? Je pense notamment aux urgences pédiatriques. J'imagine qu'ils vont hésiter à aller à l'hôpital. Que doivent-ils faire? Non, ils doivent venir quand même. Il n'y a aucun sujet. Alors d'abord, scientifiquement, les publications démontrent que la contamination soignant-soigné est extrêmement rare. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre cas? C'est pas une contamination entre un enfant malade et le personnel qui l'a pris en charge. C'est la contamination que vous pouvez retrouver dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel secteur. Probablement des temps de pause ou alors des temps de réunion, parce que malheureusement nos salles de réunion sont très petites et ne permettent pas forcément une aération parfaite. Les gens se sont contaminés entre professionnels. Vous l'avez évoqué, hein, on sait comment ça a démarré, parce que je lisais chez nos confrères de Monaco Matin qu'un médecin, sous couvert d'anonymat, expliquait que les distances n'étaient pas respectées, par exemple dans le self-service. Il dit, je cite, « Nous sommes les uns sur les autres dans la queue ». Quelle est votre réaction? Là, ce qui s'est passé, on a fait une enquête sanitaire, il y a plusieurs facteurs. Il y a la date d'apparition des symptômes des personnes malades.
Il y a la durée d'incubation du virus qu'on connaît. On a rapproché tout ça d'une date à laquelle plusieurs des personnes contaminées ont mangé ensemble. C'est impossible que la contamination ait été faite à ce moment-là. Les dates ne collent pas. D'autre part, il y a une partie des personnels qui ne mangent pas au self, et pourtant qui est positif. Donc on voit bien que ce n'est pas là qu'on s'est contaminé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le restaurant du personnel, il a toujours resté ouvert depuis le mois de mars parce qu'il est essentiel. Au self, il y a un protocole très strict, il y a une distance dans la file d'attente. Alors je lis 1,50 m, j'aimerais bien savoir où vous avez 1,50 m de distance entre deux personnes dans une file d'attente. Je serais curieuse. En revanche, ce 1,50 m, vous allez le retrouver à table. Donc les tables sont aménagées en quinconce, on ne peut pas manger face l'un à l'autre et on ne peut pas manger à côté de quelqu'un. Au-delà de ça, on a créé un point de vente à emporter. On a créé 2 espaces de restauration qui sont dédiés. Un en intérieur, l'autre en extérieur, puisque quand il fait beau, c'est très agréable d'aller déjeuner dehors aussi. Et on a créé une offre supplémentaire au self à emporter avec une file d'attente qui est dédiée. Donc au self, on a 750 personnes par jour qui mangent. Donc c'est bien sûr étalé sur 2 repas et sur plusieurs heures dans la journée. Vous imaginez bien que si ça avait été une source de contamination, ça fait longtemps qu'on aurait beaucoup de cas positifs et qu'on aurait fait les rapprochements. Et ça ne se limiterait pas au service de pédiatrie. Et après enquête, du coup, est-ce que l'on sait comment c'est parti? Est-ce que vous le savez? En fait, c'est une personne qui est symptomatique, qui va faire une PCR qui est négative. Suite à ça, probablement a-t-elle relâché un petit peu les gestes barrières. Très probablement. En tout cas, c'est ce qui nous est rapporté. Et de là, elle va contaminer le reste des personnes. Pourquoi est-ce que ça doit nous servir de leçon? La première chose, c'est que quand on a des symptômes, même si la PCR est négative, il faut la refaire. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est qu'avoir une PCR négative, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas contaminer sa famille dans les 2 jours qui suivent. Et je tiens vraiment à passer ce message à l'approche des fêtes de Noël, parce que je sais, notamment par les pharmaciens, qu'ils sont submergés de demandes de rendez-vous pour faire des tests antigéniques. C'est une information importante de savoir que l'on n'a pas le coronavirus 2 jours avant les fêtes de Noël. Ce n'est pas une garantie de ne pas l'avoir 2 jours après. En tout cas, de ne pas le porter. Donc, il faut continuer à appliquer les mesures barrières. La distanciation physique, ce sont les seuls moyens d'éviter une contamination. Alors j'en profite, hein. Est-ce que l'on peut faire le bilan de façon générale sur la situation? Combien de personnes sont soignées chez vous? Et est-ce que le nombre de places est pour l'instant suffisant? Où en est-on? On a 2 patients en réanimation actuellement. On a 6 patients dans l'unité dédiée, donc, qui ont des syndromes pneumoniques et la Covid-19. Et puis on a 2 personnes qui sont soignées pour toute autre chose et qui sont porteurs du virus. Benoîte de Sévelinges, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À vous aussi, à vous aussi. Dans la plus grande prudence. Oui, absolument, il faut le préciser. On passe à un tout autre sujet. Nous sommes allés demander aux restaurateurs ce qu'ils pensaient des mesures concernant les fêtes de fin d'année, des mesures qui ne sont pas les mêmes que dans les pays voisins. Voici leur réponse. Franchement, on n'en revient pas de la chance qu'on a de vivre ici parce que grâce à ça, on peut sauver, nous, le petit service de midi, même si c'est un petit peu réduit par rapport à notre activité parce qu'on ouvre 24 heures sur 24. Mais au moins, ça permet de ne pas tout le monde être en chômage technique et ça, c'est essentiel pour la survie de tous les établissements à Monaco. On est très contente, on travaille beaucoup plus qu'avant. Et c'est dommage que la France est fermée, mais le prince Albert, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, c'est génial. Cette année, je crois qu'il faut se contenter. Ils ont été déjà assez élastiques, le gouvernement, avec nous. Nous faisons travailler jusqu'à 10h30. Il y aura peut-être un peu moins de monde, mais pourtant, vu les conditions qu'il y a et vu les conditions en France ou en Italie, je crois que nous, toujours chapeau au gouvernement. Je pense que c'est une décision qui a dû être mûrement réfléchie, mais aussi pour, je dirais, trouver quand même un bon et un juste milieu entre les restrictions et entre ce qui nous est permis aussi de faire et de travailler toujours en bonne conscience. Le cadre de vie, un terme beaucoup utilisé ces dernières années, notamment dans la vie au quotidien pour les riverains qui parfois ont des travaux à côté de leurs habitations, des travaux souvent nécessaires, mais qui peuvent apporter leur lot de désagréments. Eh bien, notre deuxième invité est justement le conseiller interministériel en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers. L'occasion de voir avec lui le bilan de l'année écoulée et les perspectives d'avenir. Voici son entretien.
Albert Croisi, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes le monsieur cadre de vie. Un bilan de cette année 2020. Comment a été le cadre de vie ici en Principauté pendant cette année si particulière ? Ça a été une année, mais je pense comme pour tout le monde, assez compliquée, avec cette crise sanitaire terrible qui nous a frappés, puis qui nous frappe encore un tout petit peu. Ouais. À cela, nous devons ajouter malgré tout les travaux qui, fort heureusement, ont pu continuer, de façon à assurer un minimum des programmes qui étaient annoncés. Je pense quand même pouvoir dire qu'à la fin, nous sommes à la fin de l'année, on s'en est pas trop mal tiré. La crise sanitaire, ça a été un problème pour vous, pour le cadre de vie, ou pas tant que ça ? Oui, ça a été un problème dans les programmes de construction, puisque tout s'est arrêté quand même 2 mois et demi. Ils ont vite repris, heureusement, mais il y a eu 2 mois et demi d'arrêt. Donc nous avons dû arrêter des retours sur, par exemple, la résidence d'Apolline, qui était prévue, mais à l'heure qu'il est, nous avons rattrapé les retards. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas se plaindre, ça ne s'est pas trop mal passé. On en a parlé sur notre antenne cette année. Certains riverains se sont plaints du bruit de travaux. Vous les comprenez, ces riverains-là ? Oui, ils se sont plaints à juste raison, mais je crois qu'ils ont aussi compris aujourd'hui que Monaco a besoin d'évoluer, de se transformer. Il y a ce plan national pour le logement des Monégasques qui a été souhaité par le prince souverain, puis par le gouvernement et le Conseil national. Les gens ont compris que c'était une nécessité aussi. Il est plus simple d'accepter un désagrément quand on sait combien de temps ça va durer, pour quelles raisons il y a ce désagrément. Donc de ce point de vue-là, oui, les gens ont râlé, mais ça se comprend. Mais ça s'est un peu tassé, les gens ont compris aujourd'hui aussi de leur côté que c'était nécessaire. Vous avez parlé là du cellule d'information à qualité de vie et travaux donc, qui a vu le jour cette année. Quelles sont ses missions ? Quels sont les objectifs de cette cellule d'information ? Eh bien, c'est précisément de renseigner les résidents, les usagers, de qu'est-ce qu'il se passe à Monaco. On a souvent entendu dire c'est ouvert partout, il y a des rues partout, il y a des chantiers partout, il y a des travaux de voirie partout. Alors, il est vrai qu'il y a un besoin peut-être de cadrer à un moment donné et puis de les faire de façon un peu plus progressive, mais il faut aussi leur expliquer pourquoi ça a lieu. Alors, cette cellule réunit l'ensemble des services du gouvernement avec le SMBP, les bâtiments publics, avec les travaux publics, avec l'ADO, le service d'aménagement urbain, avec également la DPUM. Il y a le département des finances avec l'administrateur des domaines et aujourd'hui le directeur général des finances. Participent à cette cellule également des représentants du Conseil national, car eux aussi doivent être informés de ce qu'il se passe pour pouvoir à leur tour renseigner les gens qui pourraient les appeler. Et ça permet également aux services de se parler un petit peu entre eux de qui fait quoi, quand est-ce qu'on le fait et pourquoi on le fait. Donc, fort de tout cela, ensuite, on peut diffuser l'information par votre antenne, et on vous en remercie beaucoup, mais aussi par voie de presse. Les gens étant renseignés, on comprend, ça va mieux. Où en est-on du plan justement national du logement ? Où en est-on ? Moi, je suis le conseiller interministériel en charge du plan du logement le plus heureux du monde. Tout va bien. On va récupérer le dernier bloc d'Apolline, le bloc A, à la fin du mois de janvier. L'entreprise a tenu les délais de 36 mois qu'elle avait annoncés, disons, au tout départ, quand cette opération a été lancée. En plus, le prince souverain a eu la bonne idée de faire surélever l'immeuble et nous avons gagné 45 appartements supplémentaires. Donc, dans les 36 mois prévus du départ, on sort avec 4 blocs intégralement terminés. Bien fait, je pense pouvoir le dire, et les résidents le confirmeront. Et 45 appartements supplémentaires. Donc, de ce point de vue-là, Apolline, c'est parfait. Helios, c'est pareil. Helios, je vais récupérer le dernier bloc au mois de décembre cette année. Donc, les 70 appartements auront été intégralement refaits. Les gens rentrent à la maison. Je veux dire qu'au mois d'avril, les 3 blocs d'Helios seront retournés. Au mois d'août, l'ensemble des 4 blocs d'Apolline seront rentrés chez eux. Et en parallèle, nous avons le Grand Ida qui a démarré. Nous avons aussi le Tessimoyo, qui est dans les délais. J'ai eu la chance de pouvoir visiter dernièrement quelques appartements avec l'entreprise La Satterie et puis avec M. Caroli. Ça va être splendide. Je crois que les délais sont tenus. Nous aurons dans les temps 330 appartements qui vont être livrés de ce côté-là. Honoria suit son cours, ça marche bien. Le Bel Air est en bonne voie de finalisation des plans. Bientôt, les résidents vont pouvoir voir le futur Bel Air qui leur sera livré en 2025. Donc, du point de vue plan national pour le logement des Monégasques, je suis ravi, tout marche bien. Vous avez une autre casquette, vous êtes au sein de Monaco Interexpo. Où en est-on de Dubaï et de l'Expo universelle ? Alors, Dubaï, qui a été reporté d'1 année, pour les raisons que l'on sait, va réouvrir
va ouvrir le 1er octobre 2021 pour se terminer le 31 mars 2022. Voilà, nous sommes quasiment prêts. Nous prévoyons déjà au mois de février prochain de mettre en route les panneaux photovoltaïques qui vont alimenter le pavillon de Monaco. Le but étant, comme je l'avais annoncé, d'alimenter la ville de Dubaï aujourd'hui en électricité de façon à ce qu'elle nous restitue pendant l'expo ce que nous aurons produit. Le but étant de produire ce que l'on va consommer en 6 mois. Alors toujours au sein de Monaco Interexpo, il y a les rencontres des sites historiques Grémalies de Monaco. Que va-t-il se passer là cette année? Oui, elles ont été suspendues l'an passé, toujours pour les mêmes raisons. On espère bien cette année les voir vivre, les faire vivre. Ça aura lieu le week-end du 26 et du 27 juin, avec 2 options. Tout va bien, grosse fête, beaucoup de monde, 14 régions, 14 communes qui vont venir, qui représenteront 3 régions. Et puis le plan B, ça va un peu moins bien, on ne sera pas encore sorti de l'auberge, mais on fera quand même quelque chose. Il y aura quelques animations, des animations phares de chaque région. Et théoriquement, donc cette année, 26 et 27 juin, ça aura lieu. Bon, on croise les doigts pour que ce soit le plan. Oui, mais espérons dans tous les cas que tout ça soit loin derrière en mois de juin. Albert Croisi, merci. Merci beaucoup. Alexandra, on vous retrouve pour un nouveau point sur l'actualité et on démarre avec le résultat du match face à Dijon dimanche. Petite victoire à Dijon pour l'AS Monaco, 1-0 à Gaston Gérard, mais une victoire qui offre tout de même au rouge et blanc 3 points pour le classement. Le but de Kevin Volland en première mi-temps permet aux Monégasques de stopper cette série de 3 défaites. Prochain rendez-vous à domicile mercredi contre Saint-Etienne pour la dernière rencontre de l'année. Suite aux annonces du gouvernement de vendredi, la salle de sport de la mairie a pu rouvrir ses portes aujourd'hui. Pour tous les membres de la salle Hercule Fitness Club, la semaine débute avec une bonne nouvelle. Leur salle de sport est de nouveau accessible. Des panneaux de séparation entre les appareils de cardio ont été posés. La réservation des créneaux est obligatoire par téléphone ou via l'application. Après le sport, vous nous parlez d'art, Alexandra. Oui, on revient sur une initiative du collectif Artoctone. 3 artistes se sont réunis pour organiser une petite exposition collective éphémère le temps d'un week-end. Tom, Choba et Mirabel. Une idée également pour offrir un cadeau original et soutenir la culture. Et vous avez un message à l'attention des parents d'élèves de la Principauté. Et oui, il faut déjà penser aux inscriptions dans les établissements scolaires pour l'année prochaine. Pour les écoles publiques du lundi 11 janvier au vendredi 19 février. Pour les écoles privées, vous aurez un peu plus de temps, du mardi 5 janvier au vendredi 19 mars. Quant au collège Charles III, les modalités d'inscription sont données directement aux élèves de CM2 par l'école primaire. Pour remplir les conditions d'admission, il faut que l'enfant soit de nationalité monégasque ou dont l'un des 2 parents est monégasque, ou enfant dont les parents sont légalement domiciliés à Monaco. Ça, c'est donc les inscriptions de la prochaine année scolaire. En attendant, ce sont les vacances. Noël, c'est dans 4 jours. Tous les enfants, ou presque, ont envoyé leur lettre au Père Noël. Son secrétariat à Monaco est ouvert depuis le mois de novembre. Il est encore temps de lui écrire pour recevoir une réponse. Ambre Stalder et Alexandra Marangoni ont rencontré ce grand homme vêtu en rouge et blanc et ses lutins que rien ne décourage, pas même la pandémie. L'Organisation mondiale de la santé l'a annoncé la semaine dernière. Le Père Noël est immunisé contre la Covid-19. Bonne nouvelle pour les enfants et les plus grands. Les cadeaux seront bien sous le sapin. Mais avant, les lettres doivent arriver jusqu'à ces lutins. À Monaco, la Poste a ouvert un de ses secrétariats, Palais de la Scala. C'est là-bas que des petites mains ouvrent, lisent, répondent à tous ceux qui lui écrivent. Ça fait 14 ans que la Poste de Monaco tient ce secrétariat du Père Noël. Or, je dirais que c'est un moment magique, Noël. C'est un moment magique pour les enfants. Et puis, historiquement, la Poste, bien entendu, c'est elle qui transmet les lettres. Et c'est toujours plaisant de faire cette activité-là à cette période-là de l'année. Déjà 1 millier de lettres reçues. À la question « Êtes-vous un enfant sage ?», la majorité répond oui. Pour les cadeaux, en revanche, il y en a pour tous les goûts. Les garçons, il y a pas mal de Pokémon, par exemple. Les filles, ça reste aussi des poupées Barbie. Les plus petits, ils aiment bien les camions des pompiers, vous voyez, par exemple. Et voilà, les choses comme ça. Une petite fille qui a écrit que ça faisait 37 jours que la maîtresse n'avait pas appelé sa maman. Donc, elle était sage et donc elle avait droit au cadeau du Père Noël. En raison du contexte actuel, la Poste de la Principauté a vu son activité augmenter. Tout a été mis en œuvre pour faire face à ces fêtes de fin d'année. Il y a une augmentation même de 30% par rapport à l'an dernier. Alors il y a certes des effets du confinement aussi qui interviennent là.
Par exemple, le pic de la période se situe autour du 15 décembre. On a distribué près de 5000 colis sur la Principauté ce jour-là. Pour les retardataires, pas de panique. Vous pouvez envoyer votre lettre au Père Noël jusqu'au 24 décembre, ce jeudi. Peu importe l'adresse, dans les nuages ou au pôle Nord. La déposer dans les boîtes aux lettres de la Principauté sans timbre et attendre patiemment le 25 décembre au matin. À la météo à présent, quel temps fera-t-il ce mardi ? Mardi, un temps toujours au beau fixe, Fabien. La journée sera largement ensoleillée avec toutefois quelques passages nuageux. Les températures seront encore clémentes pour la saison, avec 9 degrés le matin et 13 degrés au plus chaud de la journée. Nous fêterons la Sainte Françoise Xavier. Merci Alexandra, ce journal est terminé. On se quitte comme d'habitude avec les photos du jour signées Michael Alesi et consacrées aux 100 ans de la galerie d'art Adriano Ribolzi, avenue de l'Ermitage. Nous vous proposerons d'ailleurs un reportage consacré à ce centenaire dès mardi dans le journal de 19h. On se retrouve demain, même heure. Portez-vous bien, à très bientôt, au revoir.